et donc tu la prends avec totale liberté. Hein, et voilà, et là, l'assistance est comme ça. Voilà. Allez. Je m'appelle Ezra, je fais du beatbox, de la musique avec ma bouche. Je vais tâcher de partager avec vous tant ce qu'est cette discipline, le human beatbox, faire de la musique avec la bouche, et puis aussi ma démarche là-dedans. Bien sûr, ce temps est un temps d'échange, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le human beatbox, littéralement boîte à rythme humaine, c'est un terme qui date de la fin des années 70, début des années 80 à New York. C'était la naissance du mouvement hip-hop, dans lequel il y avait différentes grandes disciplines qui ont émergé. Le rap, la danse, le graffiti, le DJing, et puis le beatbox, qui est resté plus discret que les autres pendant pas mal d'années. Mais à l'époque, il y avait les pratiquants n'étaient pas tellement dans une ou l'autre des disciplines. Souvent, ça se croisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et lorsqu'il y avait des cercles de rappeurs qui s'organisaient et qu'il n'y avait pas de DJ pour passer la musique, pas de musique enregistrée, il y en avait toujours un pour faire la musique avec la bouche. Et ça ressemblait pas mal à des... Ça, c'était le beatbox en gros il y a 30-40 ans. Puis, donc il y avait quelques figures comme Doogie Fresh, les Fat Boys, voilà, des rappeurs de New York qui se sont fait connaître aussi en étant beatboxers, parce qu'ils s'amusaient à imiter la musique en fait, de l'époque qui était faite avec les machines qui arrivaient, les boîtes à rythme. Et donc ils se sont appelés Human Beatbox. Au milieu des années 90, donc les autres disciplines ont été largement médiatisées partout dans le monde, le beatbox un peu moins, mais au milieu des années 90, il y a un beatboxer qui s'appelle Rahzel, qui continue d'être actif aujourd'hui, qui a poussé le beatbox d'une part techniquement beaucoup plus loin que ce qui existait jusque-là. Il allait beaucoup plus vite, il chantait, il beatboxait en même temps, ça faisait des choses genre... ce genre de choses. Et puis il a participé à différentes formations, il a joué avec différents artistes connus et reconnus dans le monde. Alors un groupe de hip-hop acoustique qui s'appelle The Roots. Il a joué avec des gens comme Björk, comme Ronnie Size dans l'électro, comme Ben Harper, tout un tas de gens. Et voilà, il a tourné partout dans le monde et il a sorti un album à la fin des années 90 dans lequel le beatbox était omniprésent. Et à cette même période, il y avait d'autres beatboxers un peu partout dans le monde qui commençaient à être médiatisés dans leur pays. Alors en France, il y avait le Sayan Supaku. En Angleterre, il y avait Killa Kela. Au Japon, il y avait Afra. Il y avait différents beatboxers comme ça. Et derrière ça est arrivé Internet. Et Internet, ça a pas mal chamboulé le mouvement parce qu'avant, on était des beatboxers. Quand j'ai commencé, je savais pas que ça s'appelait du beatbox. J'ai réussi à trouver 2-3 disques sur lesquels je pouvais repomper des choses. Et puis après, ça a été surtout en écoutant de la musique et en faisant des bruits avec les copains, quoi. Mais grâce à Internet, on était parfois des beatboxers à 100 km les uns des autres, on ne se connaissait pas. Et ça nous a permis de pouvoir commencer à nous connecter. Alors ça a été de créer des forums, de se donner des rendez-vous dans des endroits comme des parcs ou petit à petit dans des lieux faits pour les concerts où on s'est mis à organiser des soirées. Une des toutes premières soirées qui a eu lieu, c'était ici, à côté au Jardin Moderne, en 2005, en tout cas pour la France. Voilà, il y a eu au cours des années 2000, ça a pas mal bougé, puis il y a eu tout un tas d'événements, des championnats de beatbox, des festivals, tout un tas de choses qui se sont organisées. Et puis YouTube qui a permis de diffuser très très largement le beatbox. Et aujourd'hui, il y a même des beatboxers qui s'y mettent simplement devant leur écran à la maison, et puis qui deviennent très doués en l'espace de 2 ans. Et le beatbox, c'est plus tellement rattaché à une esthétique musicale, mais c'est devenu un instrument, une musique avec lequel on fait du jazz, du rock, de l'électro, de la chanson, un petit peu ce qu'on veut.
On est de plus en plus de beatboxers à créer des spectacles. Il y a de plus en plus de gens qui créent des spectacles et qui s'intéressent au beatbox aussi. Tout ça se croise. Le beatbox se croise avec de la danse, du théâtre, de la musique, tout un tas de choses. Mais finalement, faire de la musique avec la bouche, ça a sans doute toujours existé. En tout cas, c'est sans doute l'une des plus vieilles pratiques musicales du monde. Et dans différents endroits du monde, on trouve des techniques vocales plus ou moins élaborées. Dans les choses très anciennes, il y a par exemple les chants diphoniques en Mongolie, puis dans différents coins d'Asie, où avec une voix, on crée plusieurs tonalités. On joue des harmoniques, ça donne des... avec différentes manières de timbrer la voix, etc. pour créer d'autres sons. En Inde, toute la transmission musicale se fait de manière orale, il n'y a pas de partition écrite, et donc les élèves, avant même de toucher à leur instrument, commencent par chanter leur instrument. Et il y a pour des percussions qui s'appellent les tablas, sur lesquelles il y a plein de frappes différentes. Chaque frappe porte un onomatopée, tin, ta, tac. Et les élèves, avant de toucher à l'instrument, commencent par apprendre des phrases avec... la musique indienne étant particulièrement complexe, rythmiquement, mélodiquement, ça a donné des jeux rythmiques vocales très poussés, et depuis environ 700 ans. En tout cas, les tablas existent depuis environ 700 ans. En Afrique du Sud, il y a les langues à clics. À l'intérieur du langage, il y a tout un tas de consonnes qu'on n'a pas en Occident. Du coup, il y a des polyphonies, des chants collectifs qui se font, dans lesquels il y a et la voix, et puis tous ces clics qui apparaissent et qui donnent des formes qui sont mélodiques et rythmiques à la fois. Il y a tout un tas de formes. Dans le Grand Nord, chez les Inuits, quelque chose qui n'est pas tellement de la musique, mais qui est plutôt un jeu que pratiquent les femmes, qui s'appelle le katajak, où deux femmes se mettent très proches l'une de l'autre, utilisent la bouche de l'autre comme caisse de résonance, et créent un râle avec la gorge, des... Et c'est à celle des deux qui tiendra le plus longtemps. Alors ça avait un rôle social parfois assez important. Celle qui était capable de battre toutes les autres était aussi plus résistante physiquement et donc méritait plus tel ou tel mari. Aujourd'hui on appelle ça des battles. Voilà, il y a tout un tas de techniques vocales. Et finalement, il y a plein de choses. La musique enregistrée, l'enregistrement ne date que d'un peu plus d'un siècle. Et il y a sans doute tout un tas de techniques qui ont été perdues aussi. Mais l'humain s'est toujours amusé à imiter son environnement. Quand les instruments de musique sont arrivés, il s'est mis à imiter aussi les instruments. On voit dans le jazz des années 10, 20, avec le scat, où les chanteurs chantent à la manière des instruments, d'une contrebasse ou d'une batterie. Certains reproduisaient les timbres de leurs instruments, comme Armstrong avec ses trompettes. Voilà, tout un tas de gens qui jouaient avec leur voix. Il y a tout un tas d'autres choses aussi dans le XXe siècle, depuis qu'on a l'enregistrement, que ce soit celui qui faisait les voix de Popeye à l'époque, qui avait tout un tas de bruit avec la bouche et qui faisait du bruitage de dessins animés. Ou encore dans la musique contemporaine des années 60 avec Cathy Berberian qui était chanteuse lyrique à la base, qui s'est épanouie dans la musique contemporaine et qui notamment a joué une pièce à l'époque où on cherchait à créer d'autres systèmes de partition qui comprennent aussi le timbre du son et pas seulement la mélodie et la rythmique. Il y avait des expérimentations autour de partitions et notamment Berriot qui écrit une partition inspiré des bandes dessinées, en fait, des bulles de bandes dessinées, avec du chant, mais aussi des onomatopées, des cris, des bruits à la bouche. Voilà, et puis pendant qu'il y avait le beatbox qui naissait à New York, il y avait des gens comme Bobby McFerrin qui développaient tout un tas de techniques avec sa voix. Il y a eu tout un tas de gens aussi parallèlement à ce mouvement hip-hop qui ont toujours fait de la musique avec la bouche. Ce qui en fait, pour moi, une discipline vraiment universelle, parce que tout le monde a une bouche. On joue tous à faire des bruits avec la bouche quand on est gamin, alors on joue plus ou moins.
un jour, à force de jouer, on devient beatboxer. Voilà, et voilà, en gros. Du coup, le beatbox, petit à petit, se transforme encore aujourd'hui, et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, s'intègre dans des formes de spectacle, dans différentes formes, et on est quelques-uns à se professionnaliser. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je beatbox tous les jours. Ça fait depuis 2005 en gros que j'ai réussi à en vivre à travers la scène, les ateliers de transmission pédagogique et puis l'organisation aussi d'événements autour du beatbox. Et quand j'ai commencé à en vivre, on était 4 en gros en France. Et aujourd'hui on est peut-être 25, 30. Ça grandit petit à petit. Et ça amène aussi tout un tas de recherches qui peuvent se faire en parallèle, enfin en complément. Pour ma part, j'ai eu l'occasion quelques fois de participer à des projets universitaires de la part d'ORL, d'orthophonistes qui cherchaient à comprendre le fonctionnement de ce qu'on faisait pour voir s'il y avait des applications possibles. Alors pour l'instant, toutes ces recherches sont assez fondamentales. Il y a très peu d'applications, il y a très peu de recherche poussée sur le long terme. Seulement, il y a une femme qui s'appelle Nathalie Heinrich, chercheuse CNRS à Grenoble, qui a un labo autour des sciences fondamentales et sciences du langage, en fait, qui a réussi à débloquer là maintenant, avec laquelle on a déjà fait quelques expérimentations. Il y a plusieurs beatboxers qui sont passés dans son labo. On a fait des batteries de tests pour voir quelle était la pression de souffle, par exemple, qu'on dégage quand on fait du beatbox. Alors on a fait saturer les machines à 20 fois plus que la voix parlée, par exemple. On s'est rendu compte de choses comme ça. On ne sait pas exactement jusqu'où ça va, mais ça a permis de sortir quelques données comme ça. Et l'idée, c'est qu'elle a réussi à avoir une bourse pour pouvoir chercher maintenant pendant 3 ans autour du beatbox et voir qu'est-ce que ça peut apporter en fait dans toutes ces recherches qu'il y a autour de l'organe vocal, de la voix, etc. Donc petit à petit, il y a des choses qui sont... Alors, de plus en plus, moi j'interviens... j'ai intervenu sur des formes pédagogiques auprès de maternelles, de primaires, de collèges, de maisons de quartier, dans des prisons, dans les hôpitaux, de plus en plus auprès de musiciens, et d'intervenants en musique à l'école, les dumistes, dans les conservatoires aussi pour sensibiliser les professeurs à ce que c'est que cette discipline. Et puis assez récemment dans des cours d'orthophonie. Donc c'est en train de rentrer petit à petit aussi dans des réflexions de cursus universitaire. Ce qui est à mon goût plutôt chouette. On prend de temps en temps aussi du temps entre beatboxers pour se retrouver. Alors parfois c'est simplement pour échanger nos sons, etc. Et puis 4 fois on a fait des expérimentations depuis 2007 à Angers, Grenoble, Le Mans et à Nantes il y a une semaine de ça. Pour se retrouver entre beatboxers mais aussi avec des gens, des regards extérieurs pour parler de notre pratique de pédagogue en fait en tant que beatboxer qui n'avons pas appris finalement à transmettre, on s'est mis à transmettre directement sur le tas. Mais voilà, petit à petit, chacun d'entre nous fait naître une méthodologie et puis l'idée c'est de pouvoir partager sur ça et de pouvoir produire un peu de connaissances sur notre manière d'intervenir et puis ce qu'on en fait. Que dire de plus? Voilà, il y a toujours ce truc un petit peu particulier que quelque part il y a une forme d'institutionnalisation qui est en train de venir petit à petit, très doucement bien sûr, mais on se forme, déjà on structure professionnellement, donc il y a des structures qui commencent à être dédiées aussi au beatbox, et puis il y a tout un tas de gens aussi que ça intéresse nos pratiques, et en même temps c'est une discipline qui a vécu de manière complètement populaire, orale, etc. Mais il y a aujourd'hui des formes d'écriture qui sont en train de naître, tout un tas de choses comme ça qui questionnent un peu notre pratique, et puis quel est le risque en fait finalement d'institutionnalisation, tout ça, mais je crois que les deux peuvent cohabiter et vivre ensemble, et c'est chouette je pense à ça notamment par rapport à ces rencontres autour de la pédagogie par exemple, où
du coup, on est en train de formaliser quelque part, même sans en avoir la volonté. On a une part de formalisation autour de notre pratique. Alors, parce que c'est des petits échantillons de personnes qui parlent comme ça de ce qu'on fait, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que par contre, je pense que c'est chouette parce qu'il y a des quelques exemples, notamment en danse hip-hop. Il y a un DE, un diplôme d'État qui a été formulé, qui a été amorcé en fait il y a quelques années par des gens qui étaient assez étrangers à la pratique, sans forcément construire les règles de ce diplôme avec les acteurs qui enseignaient depuis 15-20 ans sans avoir aucun diplôme, etc. Mais voilà, il y a eu une forme de dérive qui a été plus ou moins rattrapée, mais qui questionne clairement la forme. Est-ce qu'à un moment donné, on va nous demander aussi d'avoir un diplôme pour être intervenant en beatbox? On préfère anticiper ça, et c'est pas plus mal que ce soit les acteurs aujourd'hui qui puissent prendre le temps, en tout cas de noter l'état des lieux. Jusqu'ici, ça va? Oui, non, ça va très bien. Non, mais pourquoi je fais juste une petite coupure? C'est parce que, voilà, c'est la fac dentaire, et on s'était posé la question, puisqu'il y a eu une critique comme quoi cet endroit a une histoire et qu'il faudrait en faire un musée. Et donc, les élus se sont bien posé la question, quel intérêt de faire un musée des sciences à Pasteur? Et en disant, nous-mêmes, on a dit, mais nous aussi, ça nous intéresse de travailler sur ce qu'est cet endroit. Et comme aujourd'hui, à cet endroit ne reste que donc un centre de soins dentaires qui va rester pendant 4 ans ou 5 ans, puisque la ville ne peut pas le reloger avant 5 ans ailleurs, on va donc cohabiter à Pasteur avec un rez-de-chaussée, qui est un rez-de-chaussée quand même assez magnifique, parce que c'est un centre de soins social, et en même temps un centre de soins d'éducation, puisque c'est là que des jeunes dentistes se font la main sur des patients qui accèdent. Non mais, comme là-dedans, on l'a vu avec Sophie quand on a travaillé dans un endroit très pauvre, à Boulogne-sur-Mer, c'est peut-être dans une population très défavorisée, ce qui est le plus vite attaqué, et d'ailleurs ce sont les soins qui sont, je crois que c'est à peu près 30% des gens à qui on diagnostique un mauvais état dentaire, qui ne se font pas soigner parce que ce sont des soins qui ne sont pas remboursés, et en même temps on pense qu'on peut s'en passer. Et quand la dent part, on pourrait dire que tout part. La bouche, et donc après, comment on se nourrit, comment on parle, comment on chante et tout. Et on s'était donné comme règle, c'est un peu pour ça qu'on voulait t'avoir ici, c'est et si on repartait que de la bouche. Voilà. Si Pasteur était la bouche. Voilà. Si Pasteur était la bouche, mais au sens de la bouffe, au sens du baiser. Voilà. Est-ce que Pasteur est l'endroit où on peut s'aimer? Voilà. Est-ce que Pasteur est l'endroit où on peut se parler? Donc c'est un peu aussi pour ça, voilà, on tenait vraiment que tu sois là. Donc tu es réellement un personnage acteur dans cette reconquête de la bouche. Du coup, je propose de parler un peu plus de moi à ce coup-là, enfin en tout cas de ma démarche aujourd'hui artistique depuis. Donc, j'ai commencé à faire du beatbox comme ça, chez moi, dans la rue, dans ma douche, etc. À faire des bruits partout, tout le temps. Petit à petit, j'ai eu l'occasion de monter un peu sur scène pour faire des interludes dans des soirées, dans des festivals, et puis sous une forme assez démonstrative quelque part. J'étais capable de faire 200 en même temps, de pouvoir aller très vite, de pouvoir faire tout un tas de bruits fous avec la bouche. Et petit à petit, en collaborant avec tout un tas d'autres artistes, j'ai appris à monter un spectacle, à créer de la musique avec ma bouche, aller un peu au-delà de cet aspect de performance des mots. Et puis voilà, finalement monter un spectacle, monter différents spectacles avec tout un tas de gens. Depuis quelques années, j'ai pris le parti qui n'a pas été facile. Alors, voilà, pendant longtemps, je voulais pouvoir montrer qu'on pouvait faire une guitare électrique, une trompette, tout un tas de sons avec la bouche.
et je voulais pas toucher du tout à la machine. Essayer d'être le plus naturel possible, quoi. Seulement j'ai commencé à mettre un pied en fait dans ces machines et à me rendre compte que mon beatbox pouvait devenir une matière sonore que je puisse retransformer, étirer, modeler avec les machines. Alors ça a été, au début je suis passé par des pédales de guitariste qui permettaient de s'enregistrer en direct, de pouvoir changer de tonalité de voix, de pouvoir chanter plus grave que ce que je peux faire en réel, etc. Et petit à petit, me prenant au jeu de ça, j'ai rencontré des gens qui étaient développeurs informatiques et on s'est mis à créer nos propres outils en fait. Parce que les pédales de guitariste c'était bien, mais c'était à contrôler au pied alors que j'ai une main libre quand je beatbox. Ça oblige à rester à un endroit sur scène, ça a tout un tas de contraintes, un nombre de pistes limitées, de fonctions, etc. Et donc on s'est mis à développer nos propres outils. Les premières expérimentations, c'était avec un artiste ici qui s'appelle Robert le Magnifique, qui avait commencé lui-même à développer comme ça un looper. Et au fur et à mesure du temps, on est arrivé à une petite machine comme ça qui est contrôlable assez facilement et qui fait... Voilà, créant petit à petit une forme de beatbox augmentée finalement. Et aujourd'hui on a un spectacle qu'on joue avec un autre beatboxer qui s'appelle LOS d'Angers, qui s'appelle Bionic Orchestra. Et l'idée c'est en partant de cette démarche de pouvoir commencer à modeler la voix, avoir tout un tas de fonctions très accessibles, on a voulu créer un spectacle dans lequel on serait au milieu des gens, et les gens eux-mêmes à l'intérieur d'un dispositif, son et lumière. Il y a différentes enceintes qui se trouvent autour des gens, autour, au-dessus, etc. On s'enregistre, on contrôle notre voix dans l'espace, on enregistre des boucles qui circulent ensuite, et on crée comme ça des orchestrations qui sont finalement moitié organiques et puis moitié mécanique, technologique. Par extension, on est devenu, à une certaine période, on est devenu presque plus geek que beatboxer, à passer les 3/4 de notre temps à plutôt développer des programmes finalement pour nous augmenter comme ça en direct, pour pouvoir contrôler non seulement le son dans l'espace, mais aussi de la lumière, des faisceaux de lumière, de faire en sorte que la lumière puisse réagir à notre voix. Alors, non seulement à l'intensité de la voix, mais aussi à des sons particuliers qu'on pourrait faire avec la voix et faire en sorte de pouvoir reconnaître que si je fais ce soit tel événement lumineux qui se passe, si je fais ce soit un autre, etc. Voilà, du coup aujourd'hui on est de
depuis quelques années, on a monté une compagnie qui s'appelle Organic Orchestra, dans laquelle on développe tout un tas de spectacles qui mélangent la matière organique comme ça et les nouvelles technologies pour pouvoir créer du spectacle. Alors il y a cette grosse forme, mais il y en a d'autres qui naissent au fur et à mesure, plus ou moins légères. On a par exemple là pendant les 4 derniers jours à l'Antipode mené un temps de recherche et de création avec un dispositif qui s'appelle Picturae, qui est un mur de graffiti virtuel en vidéo et un lecteur, et puis pendant 4 jours comme ça sur des bases de répertoire et d'outils que chacun avait, on a créé une forme de spectacle qui mélange un peu tout ça. De plus en plus on se met, je parle de moins en moins de beatbox là, mais de plus en plus on se met avec le développement de tous ces outils technologiques qui sont finalement devenus très accessibles. En fait, on se sert c'est le même téléphone portable avec lequel je passe des coups de fil. Il y a les systèmes de programmation, de développement informatique deviennent aussi de plus en plus accessibles et on se sert d'outils qui sont finalement là, qu'on se réapproprie, quoi. Du coup, petit à petit, en plus à l'intérieur de ce dispositif, par exemple, on a voulu pouvoir créer aussi des temps en dehors des temps de représentation, qui puissent être des temps pédagogiques pour partager notre démarche, mais aussi des temps dans lesquels les gens puissent venir s'approprier toutes les technologies qu'on a pu développer. Une des installations qu'on a pu monter comme ça, c'est dans ce système d'enceinte, une personne rentre, sa position est détectée en fait dans l'espace, on lui assigne un son qui se déplace avec elle sur les différentes enceintes, suivi d'un faisceau lumineux. Une deuxième personne rentre, selon la position qu'elle a par rapport à la première personne, elle a un effet qui va modifier le son de la première personne, etc. Par extension, on s'est mis à jouer avec du papier, parce que c'est aussi organique, et comment avec du papier réussir à créer des formes bioniques. Voilà. Donc aujourd'hui, ma démarche est un peu plus loin que le beatbox. Finalement, je suis aussi beaucoup dans ce numérique, en fait, dans le numérique, dans le travail autour des nouvelles techno. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ce que j'aime dans ce que tu as présenté, en tout cas, c'est à partir d'outils qu'on a tous et qui sont finalement devenus maintenant des outils très accessibles. Ce que tu nous as fait écouter, là, on a quelque chose qui nous fait partir loin et qui finalement est accessible. Là, après, la question, c'est comment toi, tu es capable de transmettre ça et d'amener chacun d'entre nous, finalement, moi, je me sens à des années-lumière d'être en capacité de faire ça. Peut-être que si je passais un mois avec toi, tu serais capable de me montrer que, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai une bouche, des cordes vocales, une respiration, et que je suis en capacité de produire ce genre de choses. Et ça, je trouve ça génial. Du coup, c'est la capacité pour chacun d'entre nous, avec rien, ça coûte rien, d'avoir accès à qu'est-ce que la musique nous offre. Elle ouvre des portes, elle ouvre des sensations. Et là, pour rien. Et je trouve ça génial. Alors, je serais très curieux de savoir comment... voilà, est-ce que ça relève vraiment d'un don? Tu dis vous êtes 25, est-ce que vous êtes 25 parce que vous êtes que 25 et vous êtes intéressé au chemin qui permet d'arriver à ça? Ou est-ce que finalement, tout à chacun, on a cette capacité d'y avoir accès, il suffit simplement de prendre le bon chemin, quoi. On est 25 en France à en vivre. Maintenant, on est des milliers, voire des millions en fait. Il y a peut-être même qu'il y a plus de gens qui font des bruits avec leur bouche que de footballeurs finalement. Et à moindre niveau, mais sans passer un mois ensemble, peut-être qu'on peut faire un truc tous ensemble. C'est vous pouvez respirer par le nez. On prend une grande inspiration. On garde la tétée. Ceux qui n'ont pas encore réussi, on va essayer un coup.
toujours respirer par le nez pendant qu'on fait ça. Ça demande un peu plus de concentration, mais... Voilà, ça c'est des petites bases pour déjà apprendre à respirer pendant qu'on beatbox. Apprendre à faire presque tout le monde a fait 200 en même temps là. Après finalement c'est un peu d'exercice tous les jours. On agrémente ça, on change la mélodie là-haut. Après c'est de l'exercice, mais voilà, vous avez une belle technique principale. À la prochaine assemblée. Du coup, par contre, je pense que je crois que c'est d'autant plus un outil chouette que voilà, là on vient d'essayer en quelques instants, tout le monde peut faire quelque chose avec, et je pense que c'est assez vite, on peut vite envisager les enjeux en fait qu'il y a. On peut assez vite comprendre ce que c'est que le beatbox et puis assez vite laisser partir l'imagination sur tous les enjeux que ça peut se jouer autour.
Brother, a Winchester. Tell her the way, kicking coffee out of mother. Tell her the hometown brother, the way to tell it to home, the pro, what the fan of the way to tell her, half hold and bro. Tell her the window, half hold the weather, the me of a one father. King and bro, kind of the way, father to fold the same, then follow the way to be